Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si deux trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils, et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements. La frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place.
Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire.
mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros.
Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif-calme-actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif-calme-actif s'est transformé en un cycle actif-calme-calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil.
Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paire. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil, associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci.
Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche? Reste à l'écoute. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique, qui se retient tous enrôlés ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballe, éclate et forme des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP. Phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi,
de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai. Mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements? Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente, et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées,
c'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros, finalement. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense, et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi?
Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire. Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique. Que lui est-il arrivé? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles. Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu.
Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là. Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle. Et puis, l'astrophysicien Richard Muller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement toutes échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace. Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement. Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes. Ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc.
Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules. La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes. Comme la pièce manquante d'un puzzle, ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé? Et où est-il aujourd'hui? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions deux soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie. Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait cool.